Merci d'être là pour cette nouvelle conférence des cycles du jeudi. Cette année, c'est donc sur les rapaces et nous avons la chance ce soir d'accueillir Denis Darrac, ingénieur aéronautique chez Airbus, qui s'inspire donc de la nature dans la science. Donc, comment s'inspirer des ailes des oiseaux pour créer des ailes d'avion? C'est en filigrane ce dont on va parler ce soir. Je vous laisse donc la parole et puis ensuite ce sera à vous de poser vos questions si vous en avez à la fin de cet exposé. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le muséum de me donner l'opportunité d'exprimer un point de vue industriel par rapport au biomimétisme et partager avec vous ce que l'on fait dans une grande société de transport aérien comme Airbus. Voilà. Alors je vais vous présenter, nous, ce qu'on entend en tant qu'industriel par biomimétisme. Je pense que parfois il y a des simplifications ou des clichés dans la presse ou dans des publications sur Internet. Donc je vais essayer de cadrer ça au moins dans un objectif, je dirais, industriel, avoir une démarche un peu, je dirais, un peu honnête. Donc effectivement, le biomimétisme n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant pour chercher de nouvelles sources d'innovation. Voilà. Je vais illustrer ensuite à travers quelques exemples de technologies qui sont en cours d'études chez nous, au bureau d'études ici à Blagnac, ou également des études prospectives pour plus tard, de solutions qui sont directement inspirées de la nature. Voilà. Donc je vais commencer Voilà, c'est l'objectif. Donc biomimétisme, on a un centrisme ici sur la bioaéronautique, c'est un nouveau mot qui a été créé en l'occurrence. Alors, juste en introduction, voilà. Donc, je suis désolé, mais certaines slides sont un peu pleines de mots. Mais c'est quand même des choses très très simples que je peux résumer en quelques mots. Alors, j'ai pris cet exemple que j'ai découvert dans une publication, en fait. Si on demandait à des ingénieurs de concevoir un objet volant, un drone, d'environ 1 kg, pouvant voler 10 000 km non-stop pendant 10 jours, je sais qu'aujourd'hui, la plupart diraient que c'est technologiquement impossible. Voilà. Malgré les efforts et les progrès qui sont faits depuis quelques années sur les drones, je sais qu'on me dirait que ce n'est pas possible aujourd'hui. Et je pense que même des gens diraient que physiquement, ce n'est pas possible. Pourtant, voilà ce que je disais, dans une publication, j'ai vu récemment un petit oiseau qui s'appelle la barge rousse, fait ses longs vols de 10 000 km non-stop, sans se poser jamais, c'est-à-dire en autonomie complète. Donc là, ça nous interroge vraiment sur la façon dont certains êtres vivants arrivent à gérer l'énergie pour le déplacement, pour la mobilité, de façon vraiment optimale. Et c'est un exemple parmi d'autres. Beaucoup d'autres, on découvre de plus en plus que de grands mammifères, les baleines en particulier, d'autres animaux, des poissons, tous les animaux migrateurs ont vraiment des performances exceptionnelles en termes de distance de déplacement. Certaines baleines peuvent parcourir des milliers de kilomètres au cours de leur existence. Elles n'ont pas, le carburant des animaux est obtenu à travers la chasse, à travers la prédation. Donc c'est un effort pour eux, c'est un combat de survie. Donc on imagine bien que ces grands déplacements sont faits très certainement avec une stratégie d'économie d'énergie très forte. Et c'est ce qui nous rapproche, nous, industriels, dans l'aéronautique. On a un intérêt commun de proposer, de développer des déplacements, de la mobilité au minimum d'énergie possible. Alors, en quelques mots, pourquoi regarder la nature? D'abord, quelques concepts très simples sur la sélection naturelle, en fait. Donc, elle agit sur Terre depuis plus de 3 milliards d'années. C'est le moteur de l'évolution des espèces, de nous autres, de tous les organismes. Et c'est le mécanisme clé, cette évolution, de l'adaptation. Alors, faire attention, là aussi, il n'y a pas d'adaptation passive. Donc, vous le savez certainement, c'est l'adaptation, c'est le résultat du hasard, d'accidents génétiques. Et les espèces les mieux adaptées à leur environnement survivent. Il n'y a pas quelque chose qui, si vous voulez, une force, un vecteur qui pousse les êtres vivants à s'adapter. Donc c'est un résultat du hasard et de sélection naturelle. Et en fait, au cours de 3 milliards d'années, on se rend compte que la nature a testé des
une quantité incroyable de solutions techniques et technologiques, de stratégies également. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de regarder ce que la nature a proposé, ce que la nature a fait, ce qui marche dans la nature, de façon à s'en inspirer pour nous, pour nos avions. Donc, qu'est-ce que le biomimétisme? Je vois parfois dans la presse, sur Internet, que le biomimétisme est une science. Bon, pour moi, ce n'est pas une science. Ça n'a pas du tout le format scientifique. Enfin, scientifique, je veux dire, ce n'est pas une science spécifique, ce n'est pas une nouvelle science. Pour moi, c'est simplement une nouvelle discipline qui relie le monde la biologie, le monde du vivant, et le monde des ingénieurs, le monde de l'industrie. C'était deux mondes qui ne parlaient pas, qui ne discutaient pas, qui n'avaient même pas le même langage. Donc l'idée forte du biomimétisme, c'est de développer un langage commun entre les gens du monde vivant, les biologistes, et les industriels, et les gens des ingénieurs des bureaux d'études. Voilà. Alors ça, c'est la définition initiale du biomimétisme. Depuis quelques années, c'est tout à fait récent, cette notion du biomimétisme s'est élargie. Donc, au-delà de l'aspect purement technologique, on relie le biomimétisme au développement durable. On lie le biomimétisme à la biodiversité. Donc, effectivement, il y a des passerelles. Le biomimétisme, en fait, à travers la technologie, pour nous, a un but d'abord purement économique, c'est-à-dire avoir des avions qui consomment moins de carburant. Mais directement, ça a un impact aussi sur le niveau des émissions des avions. Si les avions consomment moins pour une distance, ils vont émettre moins de CO2 typiquement. Donc l'aspect, la cible initiale économique atteint aussi derrière une cible écologique. Pour le développement durable, il y a un troisième volet qui est souvent oublié, c'est le volet social. Le vol économique va permettre aussi de démocratiser le vol, le transport aérien. Beaucoup de pays, beaucoup de gens sur Terre n'ont pas accès au transport aérien. C'est une source aujourd'hui d'inégalité dans le monde, le transport aérien. Donc voilà, donc c'est pas pour exagérer, mais le biomimétisme s'inscrit dans un objectif de développement durable. Le deuxième point que je veux mentionner sur le biomimétisme, en fait, c'est d'éviter toute naïveté un petit peu sur le naturalisme en particulier. La nature, c'est beau, c'est bien sûr, mais un avion aujourd'hui, c'est pas du tout un oiseau. Voilà, donc les avions sont utilisés dans un environnement très difficile, très particulier, très extrême, des très grandes vitesses. On est sur près de 1000 km/h pour les avions, vous le savez, des pressions qui peuvent être très grandes sur la surface de l'avion, des températures à haute altitude très basses. Donc déjà, les oiseaux ne rencontrent pas ces environnements-là. Ensuite, un avion, c'est une masse de plusieurs dizaines de tonnes, centaines de tonnes. C'est aussi d'un ordre de grandeur qui est bien plus grand que le plus grand des animaux vivants. La baleine, en termes de taille et de poids, c'est simplement un petit avion. Ce n'est pas du tout un Airbus. Donc voilà, donc, il faut faire attention à cela. Et la physique aussi est assez différente. Les avions évoluent en très grande vitesse. Il y a ce qu'on appelle des ondes de choc. Il y a une physique qui est très particulière, qui est assez non linéaire, assez complexe, je dirais. Donc, ce sont des phénomènes qui n'existent pas dans la nature. Voilà. Donc c'est juste pour rappeler ça, parce que parfois on voit des raccourcis un peu rapides. Et le dernier point, donc, qui est illustré à travers ces deux images, en fait, c'est que les cycles industriels dans l'aéronautique sont très longs. Ça se mesure en années. Donc typiquement, une bonne idée qu'on trouve dans la nature va demander des années de validation, de modélisation, c'est-à-dire de comprendre comment ça marche du point de vue physique, de fabriquer un modèle mathématique, de l'adapter à nos produits et de le produire. Voilà, donc il y a tout cela qui rentre en compte et qui parfois peut susciter un peu des frustrations parce qu'on voit beaucoup de bonnes choses dans la nature et on les voit apparaître sur les produits, les avions, les automobiles de façon assez lente, je dirais. Donc si vous regardez un peu sur Google, donc le biomimétisme, c'est quelque chose, une discipline qui est en train d'exploser. Beaucoup de communications, beaucoup de conférences, beaucoup de bouquins également, beaucoup de choses vraiment intéressantes, de réflexions très intéressantes. Dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, c'est un sujet qui est très très abordé. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose en fait que les nouvelles générations, les nouveaux cadres ingénieurs, les nouveaux commerciaux s'intéressent à cette opportunité qui est le biomimétisme. Voilà. Alors, je voulais aussi rapidement mentionner ce qui s'est passé durant les 40 dernières années. Donc, sans rentrer dans les détails, en fait, c'est sur la gauche, vous avez la réduction du niveau de bruit des avions
de nos avions depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Et à droite, la réduction de consommation de carburant. On arrive sur 40 ans à 20 décibels de réduction de bruit, ce qui est vraiment énorme, et 70% de réduction de consommation, c'est-à-dire 70% de réduction de CO2. Donc, c'est-à-dire qu'en 40 ans, en fait, après chaque génération, les produits, les avions ont consommé de moins en moins, émis de moins en moins d'émissions. Les avions d'aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup plus propres et beaucoup plus silencieux que les avions d'hier. Et demain, ce sera la même chose, certainement. Voilà. Donc, c'était un peu le message que je voulais passer. Et du coup, effectivement, on voit que le transport aérien représente que 2% des émissions globales de CO2, des émissions humaines de CO2. Donc, on peut se dire c'est faible, on ne fait rien, on est minoritaire. Néanmoins, le transport aérien croît de façon forte, environ 5-6% par an depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. On pense que ça va continuer. Donc il y a un risque que cela augmente et puis il n'y a pas de raison que le transport aérien ne fasse pas aussi son effort de contribution à la réduction de CO2. Voilà. Et d'ailleurs, cette charte explique un peu l'engagement de l'ensemble des acteurs du transport aérien, donc les constructeurs d'avions, les compagnies aériennes, les aéroports, en fait tous les acteurs clés se sont engagés pour une réduction des émissions de CO2 par une référence qui est en 2010 de 50%. C'est ici la courbe que vous voyez ici en bas rouge, 50% en 2050 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en 2010. C'est extrêmement ambitieux. Hein. Moi, on pense que c'est difficilement réaliste. Si on prend en compte l'augmentation continuelle du trafic aérien, 5% par an, arrive à 50% du niveau d'aujourd'hui, en tenant compte que les avions que l'on produit aujourd'hui vont durer encore pendant au moins deux décennies, voire 3. Donc on voit qu'il y a un effort énorme pour arriver à cet objectif. Mais c'est bien que l'industrie, que les acteurs se donnent des objectifs hyper ambitieux pour forcer à chacun à réfléchir et à trouver des solutions de rupture technologique. Alors, je ne vous donne pas le détail, mais le message qui est expliqué ici, c'est qu'en bleu, en fait, c'est le besoin de nouvelles technologies. En bleu, en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est-à-dire, en vert, effectivement, ce sont les technologies actuelles, la façon dont on va gérer les aéroports, etc. On va arriver à la courbe verte du bas, mais il nous reste encore tout le bleu à faire. Donc, on a besoin de nouvelles solutions pour arriver à cet objectif. Voilà. Alors, de la même façon, pour résumer sur une courbe simple, en fait, si on représente la performance des avions, ici j'ai pris Airbus, mais tous les avions de transport ont le même comportement, depuis le début de l'aéronautique civile, dans les années 20 jusqu'à 2040, on voit qu'on a une amélioration de la performance des avions continuelle. Génération après génération, on arrivait à avoir une amélioration de la performance, c'est-à-dire moins de consommation, moins d'émissions. Donc du coup, on anticipe aujourd'hui qu'on va commencer à ce qu'on appelle à saturer, c'est-à-dire garder cette progression d'une génération en génération va être de plus en plus difficile. Avec nos technologies actuelles, même les technologies que l'on prépare, aujourd'hui on sait que vers 2040, ce sera difficile d'avoir toujours cette augmentation de performance. Donc voilà. Malgré les investissements que nous faisons, malgré l'emploi massif de carbone, malgré les nouvelles technologies, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc, on a besoin de nouvelles technologies, de nouvelles solutions, nouvelles innovations, ce qu'on appelle un changement radical. Donc, ce que j'appelais ici les technologies standards, les technologies classiques, doivent être remplacées par des technologies de rupture. Voilà. Et c'est ce que peut nous apporter le biomimétisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder des solutions de la nature pour permettre au transport aérien de faire un bond en termes de performance pour assurer cette continuité de performance génération après génération. Voilà. Pour nous, c'est un objectif, en tant qu'industriel, un objectif économique, mais aussi, bien sûr, un objectif écologique. Je ne sais pas si on peut lancer cette vidéo. Voilà, donc là, c'est un film très en ralenti d'un vol d'aigle, hein, qui est très, je dirais, spectaculaire. Donc, sur YouTube, je vous laisse regarder, ça dure 1 minute.
Voilà, donc ce ralenti a permis à nous tous, je pense, de découvrir en fait que beaucoup de choses se passent lors d'un vol de Nègre. En fait, c'est pas le vol simple, sans complexité. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes. Vous voyez ici les plumes sur le bord d'attaque de l'aile, hein, qui se lève. Vous voyez certaines plumes qui bougent. Une extrême mobilité de l'aile, déformation de l'aile. La queue aussi de l'aigle a des variations d'angle et de forme. Donc on se rend compte en fait que c'est quelque chose de très très subtil. Beaucoup plus qu'on ne le pense, certainement. On a tellement l'habitude de voir voler des oiseaux que pour nous, la magie du vol des oiseaux ne nous surprend pas. Voilà, si on venait d'une autre planète, peut-être qu'on serait surpris, mais voilà, il faut qu'on soit un peu, je pense, regarder ça avec un œil admiratif et essayer de comprendre. Voilà, donc c'est juste pour dire en fait qu'il y a beaucoup de choses à comprendre, à tirer du vol des animaux, des aigles. Alors, je prends en particulier, aujourd'hui c'est sur les rapaces, je prends en particulier les oiseaux, les animaux vivants qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Hein, ce sont ceux qui doivent avoir un avantage compétitif par rapport aux autres espèces. Un aigle, un requin doit aller plus vite, doit être plus manœuvrable, doit être, économiser mieux son énergie. Donc ce petit plus est obtenu grâce à des différences techniques, des différences physiologiques qui sont vraiment intéressantes pour nous à étudier. Alors là, j'ai pas mis la vidéo, elle est un peu longue en fait. Donc vous voyez, c'est sur l'étude acoustique en fait de la chouette. Donc sur la gauche, vous avez 3 vols, donc un pigeon, un faucon et une chouette qui volent au-dessus d'un nid un tapis de plumes, de duvet. Et on voit vraiment que le pigeon, vous voyez, hein, sur la gauche, soulève les plumes, le faucon encore plus à travers son battement. Par contre, hein, vous voyez, la chouette, c'est vraiment étonnant. Elle vole, elle plane sans créer de perturbation sur le lit de plumes. Et si on regarde avec des microphones, il y a toute une série de microphones qui ont été utilisés, l'empreinte acoustique de ces vols, le pigeon, on voit, c'est assez bruité, vous voyez, hein, c'est cette zone bleutée là. Donc un bruit continu, un peu avec des pics là, qui correspondent au battement. Pour le faucon, par contre, il y a des pics très marqués, lors des flappements qui sont pleins d'énergie, des battements d'ailes pleins d'énergie du faucon. Entre les deux, c'est déjà beaucoup plus calme. Par contre, hein, c'est vraiment remarquable, hein, le vol de la chouette, en fait. Hein, donc, vous voyez, aucun bruit. Donc c'est nécessaire pour sa survie, c'est nécessaire pour capturer des proies. Et c'est vraiment, moi, je dirais magnifique, hein, de voir un vol comme ça. Et en étudiant l'acoustique, on voit que c'est le résultat de beaucoup de choses qui sont de solutions techniques qui sont vraiment intelligentes. La façon de casser les structures turbulentes à travers certaines plumes qui cassent les grosses structures, les gros tourbillons, afin de créer derrière l'oiseau un écoulement vraiment très silencieux. C'est vraiment étonnant. Ça, ce sont des choses, vous voyez, que les techniques d'aujourd'hui nous permettent de redécouvrir. Hein. On s'intéresse de nouveau au vol des oiseaux, à la nage des requins, etc. Et on a vraiment beaucoup d'informations vraiment spectaculaires. Rapidement, hier, on a vraiment imité la nature. Donc au tout début, les premiers pionniers, donc Vinci, j'ai pris Jean-Marie Lebris, je mettrai Clément Ader aussi, en fait. On regardait la nature et on copiait sans la comprendre. Donc Clément Ader avait par exemple des plumes sur son hélice, des formes d'ailes de chauve-souris. Jean-Marie Lebris, lui, a utilisé carrément, a observé le vol des albatros dans l'hémisphère sud, il a recopié sur une barque, etc., etc. Donc là, le vol n'était pas compris. Donc il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu des accidents... il y a eu des décès, bien entendu. Donc, pour moi, c'est pas le biomimétisme, c'est pas ça. Voilà. Pour moi, l'imitation sans compréhension, c'est pas la solution. La solution vient de la compréhension. Donc, après cette phase, il y a eu rapidement des physiciens, des ingénieurs qui ont étudié et compris le vol. Donc, c'est assez simple, hein, de point de vue purement aérodynamique, la somme des forces. Eh il faut lutter contre le poids de l'animal ou de l'avion. Donc, c'est ce qu'on appelle la portance. Il faut que le portant soit égal au poids de l'animal. Et ensuite, lorsque l'animal avance, il est freiné par le vent, ce qu'on appelle la traînée. Donc il faut une force de traction qui soit équivalente à cette traînée. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Et c'est le vol qui permet d'avoir ces flèches vertes portant ces tractions. Voilà. Donc une fois que cette physique a été comprise, les ingénieurs ont commencé, je trouve, dès le début, certains,
à comprendre et à trouver des solutions. Voilà. Donc, je prends l'exemple souvent des frères Wright, qui sont considérés aux États-Unis comme les pionniers de l'aviation. Il y a un débat ici avec Clément Ader en Europe. Ils ont observé que le busard, en fait, gauchissait ses ailes lorsqu'il volait pour manœuvrer. Ils ont appliqué ce concept à un cerf-volant, c'est-à-dire l'extrémité de leur avion, ou de leur cerf-volant également, en fait, est gauchie, déformée à travers un système de câbles. Ça permet de contrôler l'avion. En fait, et ça, pour moi, c'est vraiment du biomimétisme, en fait. Ils ont observé l'oiseau, ils ont compris et adapté. Voilà. Ils n'ont pas simplement imité les formes. Voilà. C'est pour ça que le mot biomimétisme est un peu malheureux pour moi, pardon, parce que c'est pas de l'imitation, c'est de la bio-inspiration, pour moi, qui serait plus approprié. Bon, mais c'est un détail, voilà. Et là, à partir des frères Wright, je pense que l'aviation a complètement explosé. Voilà, on a compris les principes de la physique aérodynamique, etc. Donc, et là, c'est allé très vite. Je pense que les systèmes, là aussi, je ne vais pas aller dans les détails, en fait. Bon, typiquement, un avion, quand il atterrit, il a besoin de plus de surface. Donc, vous avez peut-être vu à Blagnac, ou si vous avez pris l'avion, lors de l'atterrissage, en fait, on sort les volets à l'arrière de l'aile, des becs devant l'aile, pour augmenter cette surface. C'est exactement ce que font les oiseaux. Et là, je n'ai jamais pu retracer l'historique, je n'ai jamais pu voir si c'est l'observation des oiseaux qui est à l'origine de ces systèmes, ou si c'était une convergence avec les premiers ingénieurs. Mais ceci étant dit, on arrive exactement aux mêmes solutions. Alors, quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est les extrémités de bout d'aile. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est quelque chose vraiment, vraiment... Alors là, c'est vraiment un cas très concret sur lequel on peut mesurer l'apport d'une technologie. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. Alors, il est vraiment très spectaculaire d'observer les grands rapaces, les aigles en particulier, et la déformation de l'extrémité de leurs ailes, en fait, ce qu'on appelle les rémiges, en fait. Vous voyez ces espèces de doigts au bout de leur aile, et la plupart des grands rapaces ont cette caractéristique. Et ça, c'est pas gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la nature. Voilà, tout ce que possède un oiseau, un animal, en fait, a une utilité. Bon. Donc les ingénieurs se sont intéressés. Et en fait, on s'est rendu compte que ces systèmes permettaient vraiment d'augmenter l'efficacité aérodynamique. À l'extrémité d'aile, il y a toujours des gros tourbillons qui se forment, qui sont assez dangereux d'ailleurs pour le transport aérien ou autre. Et en fait, ces systèmes permettent d'augmenter le mélange entre le dessous de l'aile et le dessus de l'aile, où on a des différences de pression qui sont très fortes. En fait, et ces systèmes permettent d'avoir un écoulement qui est de l'air qui est plus continu, et on a une déperdition d'énergie qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire qu'un aigle avec ce système aura la même efficacité aérodynamique que le même aigle avec une envergure beaucoup plus grande. Donc, pour un oiseau, c'est vital d'avoir je dirais une envergure d'aile limitée, parce que l'aile devient, au sol, une grande aile devient un handicap. Si vous vous rappelez du poème de Baudelaire, sur les albatros qui ont des ailes vraiment très grandes, le décollage pour un oiseau avec des ailes très grandes est vraiment très difficile. La mobilité au sol pour un oiseau avec des ailes très grandes est difficile. C'est un handicap, donc une menace pour la survie. Donc c'est aussi un phénomène d'adaptation. Les oiseaux qui sont équipés de ce système ont des ailes raisonnablement courtes pour un optimum aérodynamique plus grand. Deux applications chez nous, Airbus, pour la 380, donc à cause des contraintes aéroportuaires, l'envergure de la 380 ne devait pas dépasser 80 mètres. Pour augmenter l'efficacité aérodynamique, on a rajouté ces petits bouts d'ailes sur la 380, tout en restant dans les limites de 80 mètres. Donc une efficacité aérodynamique d'un avion un peu plus grand. Plus intéressant, parce que plus spectaculaire, la 320, on l'a équipée il y a 4-5 ans de winglets, ce qu'on appelle ces petites ailettes verticales, qui sont très spectaculaires, qui sont très grandes, qui sont plus grandes que moi, qui font 2,50 m. Et donc on a vraiment la comparaison avec et sans. En rajoutant ces systèmes, on a réduit la consommation des émissions et les émissions de gaz de l'ordre de 4%, parfois plus, sur les longs trajets. Alors 4% de réduction de consommation, ça peut vous paraître peu, mais c'est vraiment énorme. Pour un avion, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire les avions sont des produits tellement optimisés que gagner 1%, gagner 2%,
c'est vraiment beaucoup. Et en général, il faut beaucoup de technologie, il faut réduire la masse avec des solutions carbone, etc. Ce simple système a permis de réduire sur la 320 la consommation de 4% et contribue à, je dirais, à son succès. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Voilà. Bon, d'autres exemples. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de multiplier les exemples pour montrer, voilà, on a fait beaucoup de choses. Non, simplement, effectivement, il y a des convergences, je dirais, entre les solutions naturelles et les solutions industrielles. Donc ici, en fait, donc voilà ce qu'on appelle le contrôle actif. On suspecte, en fait, c'est toujours pareil, on n'est pas trop sûr, en fait. On suspecte que certains oiseaux marins en particulier dans l'hémisphère sud, dans des zones où il y a beaucoup de rafales de vent, utilisent leur bec pour détecter des rafales de vent et ensuite activer des systèmes sur leur aile pour résister à ces rafales. On n'en est pas sûr, on pense que c'est quelque chose de possible. Nous, c'est ce qu'on a aussi déployé sur la 380, c'est-à-dire sur la 381, on a des détecteurs de rafales qui activent un système de contrôle de l'air autour de l'aile, dans le but de combattre ou de résister à ces rafales. Voilà. Donc là aussi, une analogie assez forte. Donc, on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui comment les oiseaux fonctionnent sur ce point-là. Mais vraiment, parfois, on est surpris, si vous regardez des reportages animaliers, on est vraiment surpris des stratégies dans le monde vivant. Et ce ne serait pas étonnant, effectivement, qu'il y ait quelque chose de très subtil là-dessus. Quelque chose de tout à fait récent, qu'on a étudié chez Airbus, en fait. Voilà, donc, on observe des oiseaux. Parfois, les ailes, les plumes se soulèvent localement. Ici, vous voyez la flèche en violet. On voit une zone sur l'oiseau avec des plumes qui se soulèvent. Point de vue aérodynamique, en fait, a priori, c'est pas bon parce que l'aile devrait être la plus lisse possible. Bon. En fait, on pense que dans certaines conditions, de basse vitesse, l'oiseau peut décoller, c'est-à-dire tomber brutalement parce qu'il n'est pas suffisamment porté. Et en fait, ce décollement, c'est dû à ce qu'on appelle cette perte de portance, c'est dû à ce qu'on appelle le décollement, c'est-à-dire que l'air n'est pas bien, si vous voulez, se sépare de l'aile, en fait, et la performance aérodynamique est complètement dégradée. On se demande, en fait, si ces ailes qui se soulèvent ne sont pas simplement des pièges pour l'air. En fait, dès qu'un décollement se produit, les ailes de l'oiseau permettent de le limiter à une zone très, très restreinte et évitent la propagation et le décrochage. Bon, c'est un peu technique, mais on est persuadé effectivement que c'est un mécanisme qui permet d'améliorer le comportement aérodynamique de l'oiseau pendant le vol. On est quasiment certain. On a fait des études en soufflerie, on a fait des études avec des calculs, ce qu'on appelle les calculs numériques, de la simulation, et ça confirme effectivement que ces ailes ont un rôle de protéger les oiseaux contre la chute brutale, le décrochage. Voilà. On voit jamais d'oiseaux tomber, à part lors d'une chasse, mais malheureusement, on ne voit pas d'oiseaux tomber brutalement comme ça du ciel, malgré les rafales. Donc, alors que les avions, ça peut arriver qu'un avion, un petit avion, un gros avion, décroche. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc, je ne veux pas multiplier les exemples, mais je présente des exemples qui sont vraiment concrets, sur lesquels on investit avec des centres de recherche, on fait des études, des choses dans lesquelles on croit. Donc, ce qu'on appelle le vol en formation. Encore une fois, en observant certains animaux, ici, des oiseaux migrateurs, des grues. Bon, des études ont été faites sur des pélicans qui volent en formation en V. On s'est rendu compte que les pélicans qui étaient suiveurs, en fait, avaient un battement d'ailes qui était plus lent que le pélican qui était leader. Du coup, leur cœur battait plus lentement également. Du coup, ils consommaient moins d'énergie, moins de calories. Donc, il y a quelque chose ici également, c'est une stratégie collective qui est vraiment intéressante, dans l'économie d'énergie. Voilà. Des études aérodynamiques ont permis de montrer effectivement que l'oiseau qui est devant, en fait, il crée un mouvement vers le bas, quand il bat de l'aile, il crée aussi un mouvement vers le haut, les avions également. Ça dépend de l'endroit où vous suitez derrière un oiseau, un avion. Il y a des endroits où vous serez poussé vers le bas et des endroits où vous serez poussé vers le haut. Un peu comme si vous poussez une cuillère dans le café, vous verrez, il y a des endroits qui remontent et d'autres qui descendent. En fait, c'est ce que font les oiseaux. En fait, ils utilisent de façon très opportuniste cette propriété.
Nous, on a fait une petite étude. On a regardé le trafic aérien au-dessus de l'Atlantique. Ça, c'est Radar 24, hein, ces applications sur les iPhones, hein, vous les avez. Donc, c'est le trafic aérien, une photo à un moment donné. Il y a un trafic vraiment très, très fort sur l'Atlantique Nord. Donc, des opportunités de créer du vol en formation. Avec l'université de Stanford, on a fait une étude, on leur a fait faire une étude, en fait, sur une flotte d'une compagnie aérienne, je crois que c'est Virgin Atlantic, quelques vols. Donc, le fait d'appareiller 3 avions en formation en V. Donc, le scénario tout à fait en haut, c'est ce qu'on appelle la route en solitaire. En dessous, le vol en formation. Et ils ont fait des études d'impact. Donc, il y a un impact positif de réduction des NOx, du CO2 et des coûts globaux, bien entendu. Il y a un impact négatif, par contre, sur le temps. Bien sûr, le fait de s'attendre, d'avoir des points de rencontre, va impacter le temps de 5%. Bon, si on vole transatlantique de 7-8 heures, bon, c'est peut-être pas le plus pénalisant, 5% de pénalité. Par contre, les bénéfices attendus en termes de consommation peuvent aller, à l'ordre de grandeur, c'est entre 5 et 10%. Alors, on est plus proche des 10%. Donc là, c'est vraiment des choses vraiment très, très intéressantes. Ça, c'est gratuit. Il faut juste appareiller les avions. Il n'y a pas de technologie vraiment à développer. Les avions existants, les avions anciens, même ceux qui datent de 40 ans, pourraient voler en formation. Voilà. Donc ça, c'est disponible. Et là, on voit qu'il y a un gaspillage d'énergie, a priori, qui est monstrueux, chaque jour, chaque heure, en fait. Voilà. Voilà. Toute cette énergie qui est perdue, on pourrait la récupérer dans le vol en formation. Typiquement, clairement, sans ambiguïté, c'est vraiment un exemple de biomimétisme. Voilà. On a regardé cela parce qu'on a vu les oiseaux voler ainsi. Même si la physique n'est pas complexe. En fait, parfois, c'est aussi l'aspect, un peu l'humilité qu'on doit avoir, nous, en tant qu'humains ou ingénieurs dans les bureaux d'études. Voilà, on ne pense pas forcément à tout. Même si on a les outils mathématiques, les calculateurs, on ne pense pas aux solutions forcément, à des solutions simples parfois, de bon sens. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de regarder la nature. Hein. Je pense que pendant quelques années, on ne l'a pas assez regardé, quelques décades, en fait, on était assez fiers de créer, d'inventer par nous-mêmes. Hein. Voilà la fierté de notre esprit même. Et la nature vraiment nous permet de découvrir des choses vraiment intéressantes. Un cas vraiment aussi que je juge aussi très spectaculaire, alors c'est plus les rapaces. Hein, je me demande si on ne peut pas aller au-delà, hein, ce que j'appelle nouvelle surface, inspiration maintenant du monde animal bien plus large, le monde marin, mais également le monde végétal. Bon, le monde marin, c'est la peau de requin, vous en avez entendu parler, c'est un vieux pour nous, c'est une vieille marotte, hein, donc on travaille depuis des années dessus, c'est assez complexe. Vous avez vu des nageurs avec des combinaisons en peau de requin. Là également, donc on s'est rendu compte que la peau de requin, elle n'est pas du tout lisse, au contraire, elle est très rugueuse, elle est constituée de micro-sillons. Et pour les aérodynamiciens, c'était un peu un contresens. Pour nous, la surface optimale, c'est la surface la plus lisse possible. Voilà. La performance, c'était la surface très lisse. Voilà. C'est ce qu'on a toujours cherché à faire. Que le poisson le plus rapide du monde vivant ait une surface rugueuse nous a intrigués. Pas nous, Airbus, hein, c'est quelque chose d'assez ancien. Donc, effectivement, avec le microscope, on voit que les écailles de requin en fait, hein, sont organisées de façon à créer des sillons, comme ceux que vous avez sur les doigts. Et ces micro-sillons ont un rôle de réduction de la turbulence, c'est-à-dire du frottement. Donc, avec ces sillons, le requin glisse mieux dans l'eau. Donc, il a besoin de moins d'énergie pour avancer dans l'eau. Il peut aller plus vite dans l'eau. Il sera plus efficace en tant que prédateur. C'est un avantage compétitif qu'il a par rapport aux espèces plus petites, les thons, etc., qui chassent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Nous, on travaille dessus depuis des années. C'est une solution qui est très complexe à mettre au point du point de vue industriel. Je suis optimiste. Je pense qu'on va y arriver rapidement. On a des solutions. On a fait des essais en vol avec des compagnies aériennes. On a fait beaucoup d'études, des essais dans des souffleries. On connaît bien le phénomène. La seule difficulté, c'est l'industrialisation et c'est aussi ensuite la maintenance. Comme on l'a vu, l'environnement est très difficile. Il y a des très fortes pressions. Il faut que notre solution résiste à l'utilisation d'un avion en opération pendant des mois, des années. Vous savez, un avion, il vole, c'est pas comme nos voitures, ils atterrissent, ils repartent tout le temps. Donc, il y a un aspect opérationnel qui est très difficile
à dresser, mais on est optimiste. Moi, je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver. Et ensuite, j'ai voulu prendre un exemple du monde vivant également. Donc, c'est du monde, oui, du monde végétal, sur lequel, certainement, il y a beaucoup plus de solutions, beaucoup plus d'opportunités, mais qui est si mal connu. Le monde végétal, au point de vue caractéristique des surfaces, etc., les forêts amazoniennes, etc., sont pas forcément. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus. On découvre des espèces avec des propriétés incroyables. La fleur de lotus. Donc, c'est un zoom ici. Vous voyez, l'eau perle sur la fleur de lotus. Voilà. En fait, c'est quelque chose qui est nécessaire à sa survie. La fleur de lotus est à place sur un étang, comme vous le savez. Donc, dans un environnement parfois sale, boueux. Et pour que la chlorophylle se fasse, que le système marche, la photosynthèse fonctionne, il faut que la feuille soit nettoyée régulièrement. Donc, voilà. Donc, comme il n'y a pas la gravité et la pluie qui peut nettoyer par gravité, en fait, grâce à une surface particulière, le peu d'eau qu'il y a sur la fleur de lotus, elle se forme en perles, et ces perles, en glissant, avec très peu d'énergie, vont entraîner les particules sales et garder une feuille propre. C'est vraiment étonnant. Donc voilà, c'est une feuille à plat complètement dans un environnement boueux ne pourrait pas certainement survivre et se développer comme les fleurs de lotus. Et en fait, c'est dû à des surfaces au microscope, même chose. On voit que c'est une surface très particulière, des petits picots qui empêchent la goutte d'eau de se répandre. Voilà, c'est vraiment étonnant. Donc ça, ce système, on l'applique sur nos avions. La 380, on a des peintures sur le système de fleurs de lotus, c'est-à-dire à 380. Bon, vous n'êtes pas obligé d'essayer, mais si vous versez du coca sur une paroi, le coca va perler, va glisser. Donc pour la maintenance, c'est beaucoup plus simple, etc. Il y aura d'autres applications certainement. Aujourd'hui, on voit des habits qui ont ces propriétés, ce qu'on appelle hyper hydrophobes. Vous mettez dans l'eau et vos habits ressortent secs. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Ça vient du monde végétal et il y aura encore beaucoup de choses à découvrir de ce monde-là, je pense. Alors demain, quelque chose de plus ambitieux, le morphing. Donc peut-être que je vais finir sur cet exemple pour laisser les questions. Donc, vous voyez en haut, tout à fait en haut, là, j'ai mis une séquence de photos alors je crois qu'il s'agit d'un faucon, en différentes situations. Donc, ce qui est vraiment caractéristique et très frappant, c'est la flexibilité du monde vivant. Voilà. Par rapport aux productions industrielles, si vous voyez, si on compare un avion par rapport à un faucon, une baleine par rapport à un sous-marin, ou enfin, tous les êtres vivants et toutes les productions industrielles, c'est vraiment frappant, c'est la flexibilité, la souplesse qu'on observe dans le monde vivant et qu'on n'arrive pas à reproduire dans le monde industriel jusqu'à aujourd'hui. Nos processus industriels de fabrication des voitures, des avions, des bateaux, etc., sont basés sur des processus d'assemblage rigide d'éléments et qui donnent à l'ensemble une absence de souplesse très très forte. Demain, c'est ce qu'on appelle de façon générique le morphing. Bon, c'est un mot qui signifie la morphing, la déformation, la souplesse. Voilà. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer du vent et de mettre en place des stratégies de déformation continue. C'est-à-dire, vous voyez, la dérive, par exemple, d'un avion se déformerait de façon quasiment élastique, tout en la contrôlant. Voilà. Même chose pour les bords de fuite, pour se rapprocher un peu de ce que font les oiseaux, ou les bords d'attaque, plutôt que d'avoir des volets, des baies qui sont bougés de façon rigide sur des rails, d'avoir des déformations continues. Les nouveaux matériaux permettent de faire ça certainement. Les nouveaux systèmes également, qui sont beaucoup plus petits, qui peuvent contrôler des petites déformations. On a la technologie aujourd'hui pour ça. Les ailettes dont je parlais tout à l'heure aussi pourraient se déformer, parce qu'en fait, l'angle d'une ailette qu'on a montré sur la 320 est optimisé pour la croisière, mais pour les basses vitesses, il faudrait certainement un angle un peu différent. Donc ça, voilà. L'idée, c'est comme pour l'oiseau, d'être optimal dans toutes les conditions de vol. Voilà. Quand l'avion est chargé, ou quand l'avion est vide, quand il va atterrir, quand il va décoller, quand il est en manœuvre, etc., en évitement. Donc il y a beaucoup. L'avion évolue aussi dans des conditions très différentes. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter, voilà, d'avoir ce morphing. Voilà, c'est un peu. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus de, je dirais, plus de science-fiction, enfin, plus lointain, je dirais.
Les technologies qu'on a vues avant peuvent s'appliquer localement. Ici, ce sont des gros changements par rapport à la façon dont on conçoit et fabrique les avions. Voilà. C'est vraiment une grosse rupture, mais il faudra y venir un jour. En fait, nous sommes actifs là-dessus, beaucoup d'universités également. Hein, ce sont des choses qui intéressent beaucoup de monde. Et ça, c'est des choses que l'on verra en dehors du monde aéronautique. Je pense que demain, hein, nos enfants seront dans des environnements plus souples, hein, enfin, là, où les choses seront moins dures, moins rigides. Voilà, donc je voulais conclure avec voilà, ces quelques mots. Bon, alors, si aujourd'hui on voit que des solutions dans le monde vivant et dans l'industrie se ressemblent, si on a convergé vers les mêmes solutions, ce n'est pas dans 100% des cas dû au fait que les concepteurs, les ingénieurs ont regardé la nature. Parfois c'est une convergence, parfois c'est simplement une coïncidence. Voilà, donc les lois de l'aérodynamique ou d'autres, les lois de la physique nous ont amenés vers des solutions qui ont déjà été utilisées pour la nature. Au moins ça nous conforte sur nos choix et ça doit nous inciter aussi à regarder un peu plus les solutions qui existent dans la nature. Alors, il y a celles qui sont visibles, comme celles des oiseaux, des rapaces, mais il faut aller un peu au-delà. On a vu le vol de l'aigle, il se passe beaucoup de phénomènes très particuliers, très détaillés. Je pense qu'on ne comprend pas complètement aujourd'hui et qu'il faut étudier avec nos amis biologistes. Voilà. Alors, le deuxième message, effectivement, c'était un peu mes deux présentes planches. Le vol visible des oiseaux, etc., c'est la partie émergée de l'iceberg. Certainement, il y a un réservoir énorme de solutions techniques intéressantes, pas simplement pour l'aéronautique, hein, pour beaucoup de production industrielle, qu'il faut savoir regarder. Et pour ce faire, le message, en fait, c'est que la biodiversité, voilà, c'est une richesse. Donc, effectivement, perdre une espèce, c'est un drame en soi. Mais en plus, pour l'humanité aussi, perdre une espèce sur Terre, c'est aussi un réservoir de solutions techniques, de molécules, etc., qui est perdu à jamais. Donc voilà, c'est bien que les industriels, que chacun prenne conscience de l'importance de la biodiversité. Voilà. Et la biodiversité sera maintenue, entre autres, à travers la réduction des émissions de CO2. On sait que c'est assez impactant. Donc, la consommation d'énergie, la réduction de la consommation de carburant de tous les moyens de transport, c'est quelque chose de clé et aussi, pas seulement le transport, il y a aussi le chauffage, il y a beaucoup de sources de production de CO2 qui viennent des activités humaines. En fait, c'est vraiment clé dans nos objectifs de maintenir la biodiversité et de voilà, contribuer à un environnement plus propre. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions.